Bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi les mobilités, le podcast par Cara qui vous invite à réfléchir sur les mutations des systèmes de transport d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans notre nouveau numéro de Raconte-moi les mobilités. Je suis Loïc Lagab, chargé de communication au pôle Cara, et je vais vous accompagner, durant une quarantaine de minutes, pour échanger sur l'offre de mobilité entre centre-ville et périphérie. Pour réaliser un tableau synthétique, qui nous permettra de poser les bases de notre échange aujourd'hui, nous avons d'un côté les métropoles, qui réunissent emploi, services et moyens de transport fiables, comme le tram, le vélo ou le métro, et de l'autre côté les périphéries, avec des habitations et une forte dépendance à la voiture individuelle. L'offre de mobilité pour les relier est donc devenue un enjeu prioritaire, avec en fond la gestion de l'accessibilité pour tous, l'inclusivité et la transition écologique. Et pour y répondre, quelles solutions existantes avons-nous dès aujourd'hui ? Et quelles solutions devons-nous développer pour demain ? Pour apporter des éléments de réponse aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Roman, responsable prospective mode de vie et mobilité chez Keolis. Bonjour Martin. Bonjour. Et pour l'accompagner, j'ai aussi le plaisir d'avoir la présence de Jean-Marc Ducrot, directeur Business Intelligence et Produit Portfolio Stratégie chez Iveco. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous. Avant de commencer notre épisode et pour mieux vous connaître, je vais comme à l'accoutumée demander à chacun une courte présentation de vos parcours professionnels, votre entreprise et vos missions actuelles. Et je vais commencer par Martin. Oui, bonjour, donc merci Loïc. Je suis donc Martin Roman, je travaille à la direction marketing innovation du groupe Keolis, en charge d'une démarche qu'on appelle Kioscopie, qui est un observatoire en fait des modes de vie et leur impact sur la mobilité qu'on a mis en place dans le groupe depuis une vingtaine d'années. Alors le groupe Keolis, en fait, c'est pas forcément connu du grand public, c'est une filiale de SNCF dont le métier est d'exploiter pour le compte de collectivités. Ça peut être une agglomération, une communauté de communes, une région, des réseaux de métro, de bus, de tramway. Mais on fait aussi, dans notre palette de solutions, on fait aussi du stationnement de voiture, gestion de parking relais, mais du stationnement aussi de parking autour d'hôpitaux, de plein d'endroits différents, mais du vélo aussi, de la navette fluviale. Donc on a vraiment un acteur des mobilités très très large. On est présent dans environ douzaine de pays à l'étranger. On exploite même du train, je pense aux États-Unis entre autres. Donc vous voyez, on est un acteur finalement très large en termes de palette de solutions de mobilité. Voilà, en France, on est présent dans des réseaux comme Lyon, on exploite le réseau de bus, mais sous une marque finalement qui s'appelle TCL, qui n'est pas forcément identifiée à Keolis uniquement. Et puis à Rennes, on va exploiter du métro, à Lille, on va exploiter du métro, du tramway, du bus, comme à Bordeaux, du tramway. Voilà. Donc on a vraiment cette diversité de solutions. Moi, mon expérience chez Keolis, c'est après une vingtaine d'années où j'ai pu occuper des postes aussi bien très opérationnels, en contact avec les clients, la voyageurs, la mise en place de nouvelles solutions, de nouveaux produits. Je pense à Caen en 2002, où on a mis en service le tramway sur pneus, qui a été une belle expérience, une belle innovation. Et puis j'ai continué après sur des postes aussi fonctionnels au siège, où j'ai accompagné les directions marketing de filiales sur les problématiques finalement d'adaptation de nos services et de nos offres aux enjeux finalement sociétaux actuels. Merci. Et idem pour toi Jean-Marc, une petite présentation. Donc, bonjour à tous, je me présente Jean-Marc Ducrot, donc je suis en charge chez Iveco Bus de la partie Business Intelligence et Product Portfolio Stratégie. Mais j'ai également la casquette de vice-président au sein de Cara. Donc, mon parcours, j'ai commencé chez Renault Trucks il y a déjà un certain nombre d'années au bureau d'études. Je suis après allé sur la branche bus de Renault Trucks à l'époque. J'ai eu un parcours chez Keolis également où j'ai rejoint le groupe en 2017 en tant que directeur de la transition énergétique et finalement je suis revenu chez Iveco en 2000 pour prendre la plateforme développement produit et aujourd'hui donc la division Business Intelligence et Product Portfolio. Donc en quoi ça consiste ? C'est de définir les tendances des marchés, faire une projection un petit peu du futur de la mobilité sur les années à venir et de positionner nos produits, nos futurs développements produits par rapport à ces futures tendances. Si je peux présenter un petit peu Iveco, donc Iveco, c'est le groupe Iveco, où dedans il y a plusieurs divisions. Il y a une division camion, une division aussi défense et une division autobus à laquelle j'appartiens. Donc la division autobus, on est un constructeur généraliste, où aujourd'hui on va du minibus, donc des petits véhicules dérivés d'utilitaires, jusqu'à les véhicules de tourisme. Et on est présent principalement en Europe et en Latine-Amérique. Merci. Donc j'ai tissé la toile du problème en introduction, mais pourquoi ce sujet des trajets centre-ville et périphérie est devenu si important aujourd'hui ?
Jean-Marc, si tu me laisses lancer le sujet sur effectivement ce qui est important, et c'est là où nous, dans la démarche que Scopy, on prend le temps d'analyser, c'est-à-dire qu'on aime bien regarder sur un temps long comment les choses évoluent, et sur cette problématique en fait des trajets centre-ville-périphérie, ce qui est intéressant, c'est regarder par exemple depuis 1968, voire encore depuis plus longtemps, comment les territoires finalement se sont construits, et pourquoi aujourd'hui, comme tu demandes, on retrouve finalement des enjeux aussi importants entre centre et périphérie. Alors avec toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on appelle périphérie, hein, donc on va plutôt aller effectivement sur tout ce qui sort un petit peu du cœur urbain, un peu du noyau dense urbain de la ville. Voilà, ici à l'échelle de la métropole de Lyon, on peut effectivement y mettre Meyzieux, mais on peut aller peut-être un petit peu plus loin, aux frontières de l'Isère, peut-être de la Loire et un petit peu de l'Ain. Et on voit bien qu'en fait, ça, c'était intéressant quand on prend un peu l'histoire de la mobilité. Il y a une étude qui a été faite par Aurélien Bigot, une thèse sur la mobilité, les enjeux de décarbonation il y a quelques années. Et il mettait vraiment en évidence que par les nouvelles techniques ou par les nouveaux aménagements, je pense d'autoroutes, etc., en fait, on a gagné beaucoup de temps en termes de vitesse. Et en fait, la vitesse qu'on a gagnée parce que les voies sont plus larges des autoroutes, parce que les véhicules sont plus rapides, en fait, n'a pas fait gagner du temps aux gens, mais a permis aux gens d'aller s'installer beaucoup plus loin qu'auparavant, en fait. Donc, en fait, quelque part, on a un sujet centre-périphérique qui s'est accentué parce que les nouvelles manières d'aménager le territoire, les nouvelles motorisations, fait qu'on peut habiter beaucoup plus loin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde statistiquement, depuis 1968, par exemple, sur une agglomération comme juste, prenez la ville de Lyon, mais c'est aussi vrai, je pense à Lille ou à Bordeaux. En fait, les villes-centres, elles n'ont pas gagné de population, elles n'ont même pas retrouvé leur niveau de population par rapport à 1968. Lyon doit être juste à même moins 1% à peu près en 2020 ou 2021 par rapport à 1968. Et en fait, toute la croissance de population de nos territoires, elle s'est faite d'abord sur ces communes périphériques. En fait, on a vraiment des accroissements très forts. Vous voyez par exemple, effectivement, sur 100 nouveaux habitants dans la métropole de Lyon, on a la très grande majorité, 90 ou même 95%, qui s'est fait à l'extérieur de Lyon, ville urbaine. Donc on voit bien que les enjeux en fait ont été accentués par finalement cette augmentation de la population qui s'est fait à l'extérieur de cette zone ville-centre, qui elle n'a pas progressé en termes de population depuis 1968. Et aujourd'hui, quel état des lieux peut-on faire des différences en matière de transport entre ces différents territoires ? En fait, déjà, le premier état des lieux, c'est que je pense qu'il faut déjà... alors d'abord deux choses. La première, soyons humbles par rapport à ce que l'avenir nous réserve. Je prends un exemple tout bête. Quand on parle d'aménagement, de mobilité, ville versus périphérie, juste si on fait un focus sur les villes, par exemple, ou sur la partie centrale, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne sait pas finalement de quoi l'avenir nous réserve. En fait. Ce qui fonctionne aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on imaginait hier. Je prends un truc tout bête, mais jusqu'en 1956, il y avait des tramways à Lyon, comme dans plein de villes de France. D'ailleurs, l'apogée des tramways à Lyon, c'était dans les années 1930. Il y avait 34 lignes de tramway sur la zone lyonnaise. Donc on voit que c'est très important. Et qui ont complètement disparu dans les années, donc à partir de 56 à Lyon, mais dans d'autres villes, c'était jusqu'en 1960 à peu près, au profit de la voiture. Donc on voit bien que le type de mobilité qu'on propose a un impact très fort sur l'aménagement. Et pourtant, finalement, alors à Lyon, c'était très loin, c'est 45 ans. Il s'est passé après 45 ans entre l'arrêt du tramway en 1956 et 2001. On nous disait tout à l'heure, en préparant Loïc, que c'est en 2001 que les deux premières lignes de tramway ont été réactivées à Lyon. Mais dans d'autres villes, par exemple, c'est beaucoup plus court. À Nantes, la décision d'arrêter le tramway, c'était 1958. Et il a été réactivé 29 ans après. Il a été remis en service en 1987 par la nouvelle municipalité. Donc on voit que quasiment en une génération, on peut finalement faire table rase du passé parce que voiture, parce que carbone, parce que voilà, afflux de pétrole, parce que voilà. Mais en même temps, en 73, crise pétrolière et qui fait qu'on se réinterroge sur finalement comment on peut trouver des solutions alternatives, peut-être moins chères, voilà, et réinstallation du tramway. Et c'est pas la seule ville, hein. À Strasbourg, par exemple, il s'est passé 34 ans, donc quasiment une génération. Hein. En une génération, en fait, on peut complètement transformer les choses. Donc ça, c'est le premier constat, c'est-à-dire que finalement, on voit bien que les choses peuvent aller très très vite. Il faut être humble par rapport à comment ça peut évoluer. Et puis après, en termes d'inégalité, ou en tout cas de différence, peut-être plus que d'inégalité entre les territoires, moi, je pense qu'il faut faire aussi, regarder aussi une analyse un peu segmentée. C'est-à-dire quand on parle de périphérie, on a des périphéries, on a une diversité de périphéries. Vous avez des périphéries où effectivement le taux de motorisation des ménages est très fort, hein, 90-95%, donc effectivement la place de la voiture est très forte, donc ce qui va effectivement occasionner des déplacements, voire de la congestion vers la ville-centre, entre autres. Mais n'oublions pas que finalement, on a aussi des petites villes, hein, c'est pas péjoratif, mais des villes de petite taille. Je pense par exemple à Ambérieu, je pense à Bourgoin-Jallieu, mais ça peut être Roanne, etc. Où on a des taux de non-motorisation des ménages qui sont non négligeables. Par exemple, vous avez la Villefranche-sur-Saône, c'est 22% des ménages qui ne sont pas motorisés. Vous allez à Tarare, c'est 23% des ménages qui sont non motorisés. Mais c'est comme finalement Bron, c'est un peu moins que Vénissieux, mais c'est beaucoup plus que Meyzieux. On parlait de Meyzieux tout à l'heure. Meyzieux, il n'y a que 9,5% des ménages qui sont non motorisés, d'après les statistiques de recensement de population
circulation. Mais finalement, c'est 3 fois plus dans les petites villes qui sont Tarare ou Villefranche, qui sont pas très loin, mais qui sont aussi attirées quelque part pour plein de raisons vers la métropole de Lyon. Donc c'est pour ça que quelque part, l'inégalité, elle est surtout différentielle. Il y a des grandes différences et surtout, il y a des territoires très hétérogènes dans les notions de périphérie. Donc il va falloir sûrement imaginer des solutions très hétérogènes, en fait, des réponses très différentes. Tout à fait. Donc, si je peux rebondir et ajouter certains éléments, moi je suis d'une génération où la mobilité urbaine, à l'époque, c'était le déplacement en voiture ou avant, on avait 3 modes principaux dans les grandes villes de transport. C'était le bus, le métro ou éventuellement le tramway pour les villes qui étaient équipées. Mais aujourd'hui, on constate un petit peu une émergence d'une multitude de nouvelles mobilités. Ça commence par le vélo. De plus en plus de villes sont équipées de partage de vélos, la trottinette électrique, mais aussi tout un nombre de nouvelles mobilités telles que les voitures partagées, voitures électriques partagées. Demain, certainement des véhicules plus autonomes, avec certainement une remodélisation du transport à l'intérieur de la ville, puisqu'il va falloir chercher les gens pour le dernier kilomètre et même adapter les lignes suivant les besoins du consommateur, c'est-à-dire d'avoir un mode de véhicule qui s'adapte aux besoins du client, où le client appellera le véhicule avec son smartphone, il viendra le chercher à un point donné. C'est-à-dire moins une ville avec des points d'arrêt bien définis pour les bus, mais plus une ville où les véhicules seront certainement plus petits et ils viendront chercher ponctuellement des gens, notamment avec l'intelligence artificielle, qui pourra remodeler le service de ces véhicules à l'intérieur de ces villes du futur. Et si je pouvais compléter, juste en termes un chiffre aussi qui me paraît important aussi d'avoir en tête sur les inégalités, en tout cas les différences entre les transports centre-ville-périphérie, juste ne pas se faire aveugler par une image où on voit que les gens qui habiteraient en périphérie viendraient majoritairement, par exemple, travailler dans la ville-centre ou dans le noyau urbain centre. Juste, je reprendrai quelques chiffres à partir des données aussi de l'INSEE sur ce qu'on appelle les flux domicile-travail, donc là où les gens déclarent habiter et là où ils déclarent travailler. Et ce qui n'est pas inintéressant, c'est que vous prenez par exemple la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère, qui est effectivement pas très très loin, là, sur l'est de la métropole. En fait, vous avez à peu près 50 000, un petit peu moins 50 000 actifs qui habitent la CAPI et qui travaillent globalement. Et en fait, ils sont 2 fois plus nombreux, voire même presque 3 fois plus nombreux, puisqu'ils sont quasiment 38 000 par rapport à même 11 000, donc ils sont plus que 3 fois plus nombreux, à d'abord travailler dans leur territoire avant de venir travailler dans la métropole de Lyon. Donc c'est vrai qu'on pense souvent au rapport périphérie-centre-ville, mais en termes de mobilité, c'est important, mais c'est pas que ça. C'est aussi la problématique, c'est aussi finalement les gens travaillent d'abord dans leur commune. C'est d'abord on travaille dans sa commune d'habitation pour quasiment un quart des actifs, quels que soient les territoires globalement. Et en fait, on a d'abord des gens qui travaillent dans leur périmètre finalement de vie, au sens un peu plus large, que d'aller vers les flux. Et c'est vrai comme on voit beaucoup ces congestions et ces flux qui vers les villes-centres, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Et en fait, il n'y a pas que ça. C'est ça aussi qu'il faut avoir bien en tête. Et ça, c'est important de le relever aussi dans les enjeux de demain, en fait. Donc la mobilité locale, elle est importante, autant que la mobilité vers les centres-villes, par exemple, mais également des centres-villes vers l'extérieur, qu'on voit beaucoup moins, parce que comme ils sont moins nombreux, il y a moins ce phénomène de congestion, et pourtant, il y a à peu près 2 fois moins, mais ça reste 2 fois moins, mais il y a quand même 5 000 actifs qui habitent à Métropole de Lyon qui vont travailler à la CAPI, par exemple. Ils sont 10 000 dans l'autre sens, donc ça rapporte de 1 à 2 simplement, mais on les voit pas. Voilà, donc c'est aussi intéressant de ne pas des fois tomber dans le piège de se faire aveugler par des phénomènes de masse qui masqueraient finalement d'autres formes de réalité qui sont beaucoup plus complexes en fait. Et est-ce que c'est identique pour les heures de pointe? Est-ce que ça pose problème? Tu fais bien de soulever la question, Loïc, parce qu'on en parlait un petit peu avant sur le sujet des heures de pointe. Toutes les analyses qu'on fait, nous, chez Keolis, on a fait une analyse à partir des données billettiques des réseaux de transport en commun. Donc, c'est dans les réseaux, que ce soit à Lyon, mais ailleurs en France, quand vous validez dans le bus, ou dans le tram, ou dans le métro, en fait, voilà, il y a 1 heure et 1 jour qui sont associés. En fait, ce qui est intéressant, c'est que globalement, partout en France, c'est à peu près homogène partout en France, sur une année complète, les validations qui sont faites aux heures dites de forte affluence, entre 7h et 9h le matin en gros et 16h, 18h30, 19h l'après-midi, les jours forts, là où il y a du monde, les jours scolaires essentiellement, ça ne représente que 1/3 des validations totales de l'année d'un réseau de transport en commun. Donc c'est vrai que c'est important, 1/3. Et on voit que c'est des moments où c'est compliqué parce que c'est congestionné, c'est des conditions de travail difficiles pour nos conducteurs, c'est des tensions dans l'espace voirie qui est lui-même compliqué entre les cyclistes, les piétons, les livreurs, etc. Donc c'est des moments compliqués. Mais ils ne doivent pas nous faire oublier que, en fait, les 2/3 des validations, elles ont lieu à d'autres moments que ces heures de forte affluence. Et pour rebondir aussi sur la capacité des véhicules, oui, c'est congestionné, oui, il y a du monde effectivement sur ces périodes de pointe. Et nous, ce qu'on pousse, c'est que quelque part, pour aussi décarboner un peu les mobilités, c'est comment on offre aussi des solutions de mobilité alternatives à la voiture solo à ces autres périodes pour effectivement
pouvoir se déplacer sans avoir forcément besoin de prendre sa voiture sur ces autres moments. Et c'est vrai que quand on pense heure de pointe, on a tendance à dire il faut des moyens en heure de pointe, des moyens en heure de pointe. C'est important, mais il faut aussi pouvoir se déplacer à 9h, à 10h, à 11h, à midi. Les périodes de vacances scolaires, c'est aussi très important, hein. Je veux dire, la majorité des actifs, parce qu'on parle des gens qui travaillent, ils travaillent pendant les vacances scolaires, hein. Tout le monde n'a pas les 8 semaines de vacances scolaires de l'année, plus les 8 semaines d'été, etc., hein. Donc la majorité des gens continuent à travailler. Donc comment on promeut la mobilité, comment on offre des solutions qui ne soient pas concentrées uniquement sur la pointe, mais également sur toutes les autres périodes de l'année en fait. Et pour répondre du coup à ces problèmes hors heure de pointe, quelles premières solutions ont vu le jour? Donc il est clair que l'amélioration des dessertes centre-ville, je dirais c'est dans les deux sens, parce qu'on rentre dans la ville et on en sort, est un paramètre très important à considérer aujourd'hui, et surtout lutter contre l'autosolisme, qui est un paramètre très important à considérer. Bien évidemment pour réduire tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre de l'automobile en ville. Réduire la congestion des axes, on le voit à Lyon par exemple, il y a un remodelage des axes principaux. Moi je me rappelle à Lyon, l'avenue Berthelot, c'est une rue où il y avait 4 voies. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, où il y a maintenant une voie qui est dédiée pour l'auto, une pour le tramway et une voie complètement dédiée pour les vélos. Donc c'est repenser la mobilité à l'intérieur de la ville et améliorer évidemment la qualité de vie des urbains en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Mais je pense que déjà, lutter contre l'autosolisme des gens en faisant une collecte avec du transport collectif, et d'avoir une vision un peu plus multimodale, c'est-à-dire quelqu'un qui habite une vingtaine de kilomètres de Lyon, par exemple, si je prends l'exemple de Lyon, d'arriver à collecter ces gens. Alors, il y a des projets qui sont en place aujourd'hui, les SERM, les services express régionaux, de faire des espèces de hubs à l'extérieur de la ville où on vient collecter, les gens viendraient en vélo, en voiture, même à pied, vers un point de parking où un autocar viendrait les collecter et vient les amener en ville, vers un autre hub qui serait le métro, le tramway, vers d'autres mobilités à l'entrée de ville, permettrait de réduire considérablement l'impact carbone en milieu urbain. Tu as raison Jean-Marc, hein, l'enjeu il est vraiment sur la lutte quelque part, l'autosolisme, hein. Je veux dire, on voit que chaque mode a sa place, mais c'est comment, par exemple, on concilie mieux l'usage de la voiture avec d'autres modes. Sur la métropole de Lyon, mais comme dans beaucoup de métropoles, il y a des parkings relais qui sont créés en périphérie, donc ça, c'est vraiment des solutions intéressantes parce qu'on voit bien que c'est cette complémentarité-là. Et puis, vraiment l'enjeu de comment on met plus de monde dans chaque voiture. Alors, il y a des systèmes comme Lane, hein, qui existent sur la 43, hein, qui sont des lignes de covoiturage dynamiques qui permettent, comme tu dis, d'avoir des hubs, des points de rassemblement, des parkings, souvent aux entrées d'autoroute pour qu'on soit plusieurs dans la voiture. Et c'est vrai que l'histoire d'ailleurs de la mobilité fait que le taux de remplissage des voitures a eu tendance plutôt à diminuer depuis très longtemps, puisque en 1960, il était estimé après qu'il y avait en moyenne 2,3 personnes par véhicule, et on est plutôt descendu dernièrement à 1,6. Donc vous voyez, on a plutôt tendance à diminuer, alors qu'on aurait plutôt tendance à se dire mais on parle beaucoup d'autopartage, de covoiturage, les gens sont à plusieurs. Ouais, sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le parc automobile, il a augmenté significativement. Et puis surtout, il y a un autre phénomène aussi. Je parlais tout à l'heure un petit peu d'habitat et des gens qui... Voilà, mais on a surtout un phénomène de décohabitation qui s'est beaucoup développé depuis les années 70. C'est-à-dire qu'en fait, on est de moins en moins nombreux par ménage. C'est-à-dire qu'il y a on est moins en moins nombreux par ménage parce que lié au vieillissement de la population, parce que de plus en plus de gens divorcent ou se séparent. Donc en fait, on a finalement de moins en moins de gens par voiture, ce qui fait qu'on a des vrais problèmes et des vrais enjeux à essayer de faire en sorte comment on peut effectivement avoir des taux de remplissage beaucoup plus conséquents pour favoriser finalement de la moindre usage à voiture solo. Et donc c'est une manière de faire la décarbonation. Tout à fait. Il y a d'autres aspects aussi sociétaux qui sont entrés en considération ces dernières années. C'est le télétravail aussi, où on voit dans la semaine, on n'a pas le même flux de véhicules parce que les gens télétravaillent 2 voire 3 jours par semaine. Et on voit des pics d'activité aussi également. C'est principalement le mardi et le jeudi, qui sont plus demandeurs en mobilité à l'intérieur de la ville. Mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, tu as raison de parler du télétravail. Pour moi, c'est une des explications de l'irrégularité des modes de vie. Aujourd'hui, tu parlais de flux, tu parlais de télétravail. Mais en fait, ce qui se cache derrière aussi les enjeux de mobilité et de transfert, c'est comment on apporte des solutions qui répondent à la diversité de nos modes de vie, aux irrégularités des modes de vie.
le télétravail, il est important pour ceux qui travaillent, mais que pour une partie de ceux qui travaillent. Il n'y a qu'en moyenne, à peu près, on est aujourd'hui dans les statistiques nationales, à un quart des actifs qui déclarent télétravailler en gros une fois par semaine. Effectivement, plutôt 2 jours, un peu moins. Donc, c'est qu'un quart, c'est-à-dire qu'il y a quand même 3 quarts des actifs d'ailleurs qui, par ailleurs, eux ne sont pas concernés, ne peuvent pas ou ne veulent pas télétravailler, ou surtout ne peuvent pas majoritairement parce que leurs métiers ne sont pas compatibles. Donc ça, c'est un premier élément qui est à prendre en compte aussi pour comprendre les enjeux de mobilité, qui certes, il y a le télétravail permet d'amortir certains types de mobilité, en tout cas ça c'est sûr, mais en fait il y a une telle irrégularité de nos modes de vie que je reviens sur cette notion de permanence d'attractivité des solutions en fait, pour répondre à notre diversité des moments où on se déplace. Je prends un autre exemple, par exemple, on parle beaucoup du travail, mais si vous prenez les étudiants, depuis quelques années, on a de plus en plus d'étudiants en contrat d'alternance. Et ces alternances-là, elles ont aussi beaucoup d'irrégularités dans leur forme de partenariat entre un établissement et une école. Moi, j'avais par exemple dans mon service, à un moment donné, 2 alternants. Mais ils n'avaient pas du tout le même type d'alternance. Il y en a un qui était là 3 jours par semaine dans l'entreprise, 2 jours à l'école. Et l'autre, c'était 1 semaine dans l'entreprise, 2 semaines en école. Donc on voit que ça aussi, ça cache derrière effectivement une telle diversité d'attentes des citoyens par rapport aux réponses mobilité qu'on peut apporter, qu'il faut qu'on soit effectivement très vigilant sur toutes ces variations de la société et ces évolutions de société en fait. Du coup, je vais revenir aux différentes solutions que Jean-Marc, tu évoquais tout à l'heure, comme les hubs, les transports collectifs, les CERM. Quels obstacles ont été identifiés pour empêcher ce déploiement massif de solutions ? Alors je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réels obstacles et c'est une volonté de mise en place et puis c'est des budgets qui sont associés bien évidemment. Mais je crois le mot d'ordre, c'est l'attractivité. Il faut rendre ces transports attractifs. Donc c'est un peu l'objet majeur du projet CERM, c'est-à-dire qu'une personne qui va prendre ces transports, il faut qu'elle se sente bien, elle soit dans un milieu confortable où elle puisse éventuellement sur sa période de transport travailler pendant une demi-heure par exemple, une connexion de campagne, centre-ville, même le soir en sortant, dans une atmosphère, je dirais, calme et non bruyante. C'est vraiment cet axe sur lequel il faut travailler, sur rendre attractifs les transports, avec un transport vert, donc 0 émission, avec une vision un petit peu différente de l'autocar. Je veux dire qu'aujourd'hui, on fait plus de la massification, c'est-à-dire que les gens sont très serrés dans les autocars interurbains, mais peut-être revoir l'implantation des sièges plus espacés pour plus de confort. Et évidemment tout un aspect connectivité avec du Wi-Fi à bord, avec une possibilité de recharger son portable, etc., d'avoir même des connexions vers des films, vers ce qu'on appelle un intertraitement en anglais, pour apporter une valeur ajoutée au véhicule. Mais l'attractivité des l'attractivité des mobilités, effectivement, il y a tout l'aspect confort, alors dans le véhicule, pouvoir utiliser son temps utilement quand on est en déplacement dans un transport en commun, par exemple. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier toute la partie agrément, piste cyclable, par exemple, tu vois, de se balader, de se déplacer en vélo. Pour moi, ça fait partie aussi des obstacles qui peuvent effectivement dissuader certaines personnes de se déplacer en vélo, ou tout ce qui peut être problématique d'aménagement urbain, d'agrément de marche à pied, de trottoir, de bancs, tout ce qui va concourir quelque part à améliorer la possibilité d'utiliser ces modes alternatifs à la voiture. Je pense qu'ils ont un enjeu vraiment phénoménal en termes d'attractivité. Et puis après, en termes de solutions, effectivement, on parle de CERM. Donc CERM, c'est les services express régionaux métropolitains, express métropolitains, mais ça peut être du car express, ça peut être comme nous on le fait chez Keolis dans certains réseaux, ça peut être du train, etc. Mais il y a tout un enjeu là-dessus de permanence d'offres, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir compter dessus, effectivement, en heure de pointe, comme on a évoqué tout à l'heure, mais également, quand je suis un actif, une fois par semaine, si je sors après 19h ou 20h, est-ce que j'aurai ma solution pour m'emmener chez moi ? Qu'est-ce qui se passe en vacances scolaires ? Donc, j'insiste beaucoup sur ce côté un peu permanence d'attractivité de l'offre, donc tout ce qui peut être choc aussi d'offres pour donner envie. Et dans le donner envie, il y a un élément qui est hyper fondamental, c'est faire connaître nos solutions. Elles ne sont pas toujours suffisamment connues, mais la diversité des solutions. Je n'ai pas forcément la solution marche à pied, etc., mais faire savoir que c'est possible, faire connaître, faire tester, c'est aussi des leviers, à mon avis, qui sont pas des obstacles, mais qui sont peut-être pas suffisamment déployés pour favoriser, inciter les gens à changer leur pratique modale, en fait. Et puis, un autre sujet, je me permets, sur les obstacles au déploiement des solutions, un petit peu, pas de solutions, mais en tout cas de transfert modal, c'est je pense qu'il y a des enjeux de tarification. En fait, on a en France, il y a 2 enjeux. Il y a un enjeu de tarification, puis un enjeu peut-être de temporalité. On voit bien que, si on parle d'enjeux tarifaires, on voit bien qu'on peut avoir sur un même territoire plein de modes différents de mobilité, mais avec des tarifications différentes. C'est typiquement le cas des gares TER ou des gares SNCF dans un territoire, sur lesquels les abonnés et les clients occasionnels d'un réseau de transport en commun n'ont pas accès aux mêmes tarifs.
sur la métropole de Lyon, il doit y avoir une trentaine de gares à peu près, une 35 gares à peu près. Avec votre abonnement TCL, je ne suis pas convaincu, je crois que c'est toujours pas le cas, de pouvoir les prendre comme vous prendriez le bus. Voilà. Mais c'est aussi comment on peut faciliter le passage d'un mode à l'autre par des tarifications qui soient harmonisées, simples, d'accès simple et qui soient uniques, quelque part homogènes. Voilà. On le fait de temps en temps. Je vois à la CAPI, on peut avoir un abonnement combiné entre le réseau Ruban, qui est le réseau donc bus de la communauté d'agglomération de Port de l'Isère, et le train. Mais il faut faire la démarche pour acheter un complément finalement à cet abonnement standard. Donc ça, c'est des choses qui pourraient d'ailleurs faciliter quelque part l'utilisation et la bonne utilisation de l'ensemble des moyens, donc les faire connaître et des simplifications tarifaires. Un des éléments forts sur lesquels il faudrait travailler, c'est la complexité et d'être en mesure d'offrir un billet unique quelque part pour pouvoir utiliser tous les modes de transport très facilement. Quel rôle peut jouer un pôle comme Cara sur la mise en réseau pour les acteurs des mobilités, pour le déploiement de ces solutions justement ? Donc Cara, alors je connais bien Cara puisque je suis notamment vice-président du pôle démontré à Cara. Dans mes activités annexes à Iveco. Cara a principalement une vocation de fédérer ses adhérents autour d'enjeux sociétés qui sont la santé publique, l'environnement, la partie énergie et la partie numérique. Aujourd'hui, Cara, les membres de Cara, ils sont multiples. Ça va de la start-up au grand groupe, puisque les deux membres fondateurs sont donc Iveco et Renault Trucks, avec des petites PME et différents acteurs dans différents domaines. Donc c'est, je dirais, le melting pot de tous ces savoirs autour de ce rassemblement autour d'un même objectif d'améliorer la mobilité sous différents axes. Mobilité, ça peut être par camion, autocar, les bateaux, les vélos, il y a différentes branches, le réseau ferré, il y a plusieurs branches dans Cara, et de favoriser la collaboration de ces différents membres vers une orientation plus innovante de la mobilité. Et puis Cara, en plus, a l'avantage par rapport au point d'avant qui était sur les difficultés à déployer des solutions, c'est que vous êtes moins pris par des calendriers politiques. La mobilité, il faut qu'elle soit pensée sur un temps long. Et c'est vrai que c'est souvent pas tout à fait dans la même temporalité que certaines élections locales. Donc ça peut être un sujet porté par Cara, c'est-à-dire effectivement, comme tu dis, de fédérer des compétences diverses et variées, qui vont d'ailleurs de la mobilité des voyages des citoyens, mais de la mobilité aussi des marchandises, des biens, parce que c'est aussi un enjeu dans les territoires demain est phénoménal. Donc il y a peut-être des choses effectivement à travailler là-dessus sur un temps qui est moins contraint quelque part par les échéances politiques. Et justement, sur ce rôle des entreprises, on peut aussi penser à l'aspect décarbonation avec la mise en place de forfaits mobilité douce pour les salariés, des choses comme ça. Quel rôle va avoir l'entreprise demain dans le trajet domicile-travail sur le périphérie centre-ville ? Alors moi là-dessus, ce que je peux partager comme réflexion, je pense qu'il y a un enjeu de localisation des emplois qui est important aussi dans la décarbonation des mobilités. Comment peut-être certains emplois, je pense à des emplois peut-être plus facilement déplaçables comme des emplois de service, comment au lieu d'être installés dans des zones d'activité qu'on a du mal à desservir en mobilité partagée, etc., comment on les reconcentre un petit peu dans des zones autour d'axes de transport, voilà. Comment on arrive à réorganiser un peu la répartition emploi-habitat et concentrer certains types d'emplois pour éviter le mitage, en fait, le mitage étant vraiment un problème onéreux d'un point de vue organisation du territoire, mais aussi un problème d'impact dans le choix de la mobilité, de son choix de mode de transport. C'est sûr, quand vous travaillez dans une zone d'activité un petit peu excentrée, qu'il faut repasser par le centre de Lyon pour repartir effectivement en tramway ou en bus pour retrouver sa zone d'activité, c'est plus tentant de prendre sa voiture. Voilà, donc probablement qu'effectivement, dans les rôles un peu domicile-travail, il y a peut-être des interrogations à avoir sur comment on facilite, je dis bien pour certains types d'emplois, certains types de métiers, une relocalisation peut-être d'emplois dans des endroits où la mobilité est déjà présente et dense en fait. Je dirais que, si je peux rajouter aussi, c'est souvent dans les périodes de crise qu'on est le plus innovant. Malheureusement, la période Covid a montré des possibilités de travailler un petit peu différemment et de repenser les déplacements, notamment. Teams aujourd'hui est un outil. Alors, je dis pas, il faut garder les contacts humains physiquement, mais on peut réduire considérablement le nombre de réunions collectives, de déjà briser la glace par des premiers rendez-vous physiquement pour, je dirais, mettre du ciment dans la relation. Mais après, les
les réunions de team se font très facilement et je pense que ça a considérablement remodelé les déplacements professionnels aujourd'hui et donc permis de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Donc après, les entreprises, moi je pense que dans leur rôle domicile-travail, elles ont aussi un rôle de lobbying, quelque part, auprès des décideurs publics. Je reviens encore sur mon dada, j'insiste beaucoup, mais sur effectivement pousser à ce que les aménagements voiries piétonnes ou cyclables ou les offres de bus ou de cars ou de trains, elles soient aussi présentes tout au long de la journée, tout au long de l'année. Parce que c'est ça aussi qui véhicule le choix que je vais faire d'utiliser le transport en commun ou de prendre le vélo ou d'aller à pied versus prendre ma voiture seule pour aller travailler. Genre, si vous avez dans les zones d'activité, parce que c'est souvent le modèle qu'on peut facilement montrer, où il n'y a pas d'aménagement pour les piétons, il faut être presque suicidaire dans certains endroits pour se dire je prends le tramway ou le bus et je finis à pied alors que j'ai encore un petit kilomètre dans la zone qui n'est pas éclairée. L'hiver, il fait nuit à 18h, c'est quand même hyper accidentogène. Voilà, donc le jour où je pourrais m'acheter une voiture, je prends ma voiture. Et le jour où j'ai acheté ma voiture, si j'abandonne complètement finalement les autres alternatives, quoi. Donc ça, pour moi, c'est aussi un enjeu important des entreprises, d'arriver à porter ces messages-là de tout ce qui peut favoriser l'usage des modes alternatifs en termes d'aménagement, en termes d'horaire. C'est essentiel pour finalement inciter, favoriser le report de leurs salariés vers les solutions plus vertueuses que la voiture solo. Je te rejoins complètement là-dessus. Et je dirais qu'en plus, certaines entreprises aussi collaborent au financement du billet, c'est-à-dire que l'abonnement du billet, donc ça permet d'avoir quelque chose de plus attractif. Mais sur le fait aussi, moi j'ai découvert, pour rien vous cacher, le vélo quand j'étais chez Keolis. J'habitais à quelques kilomètres de la Tour In-City. Et au début, bêtement, j'avais une place de parking, j'y suis allé en vélo. J'ai mis 50 minutes pour aller de mon domicile à la Tour In-City. Je me suis rendu compte qu'à pied, je mettais 25 minutes, mais qu'en vélo, je mettais 7 minutes. Donc et qu'aujourd'hui, il y avait... Alors, c'était l'émergence du vélo en ville, mais aujourd'hui on peut voir que les pistes cyclables, on est proche de l'autoroute là, c'est un défilement continu. Et même avec une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un des responsables d'Île-de-France Mobilité, ça devient même une problématique pour les bus, parce que ça ralentit l'exploitation si la voie est partagée entre les vélos et les bus. Donc c'est aussi un paramètre à considérer dans la mobilité générale. On parle beaucoup du coup depuis tout à l'heure de la décarbonation, donc c'est un des sujets très importants chez Cara, mais il y a aussi la digitalisation. Comment vous voyez l'arrivée du numérique dans les solutions de transport et quelle utilisation devons-nous imaginer pour déployer ces solutions intelligentes et habiles ? Donc je dirais qu'aujourd'hui le digital est rentré dans nos vies. On voit l'intelligence artificielle aussi qui va changer considérablement un certain nombre de choses. Mais dans la mobilité aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la smart city, la ville intelligente de demain. C'est d'offrir aux clients, aux passagers, la possibilité d'avoir ce transport modal réuni avec différentes applications sur son portable. Ça c'est déjà le premier point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible? Il y a des applications qui vont vous dire il faut prendre le vélo pendant 500 mètres, après vous prenez le métro, après vous prenez un bus, et ça permet d'optimiser son trajet à l'intérieur de la ville. Mais il faut aussi informer, c'est un des éléments les plus importants en temps réel, le passager de l'arrivée d'un bus, et s'il y a une station soit de métro, soit de bus, il faut qu'il soit informé de tout décalage, du temps réel de la mobilité de ces différents modes de transport. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle aussi permet de manager un petit peu toutes ces datas et de renforcer ce support apporté aux clients. En fait, tu parlais de solutions un petit peu qui intègrent d'applications ou un système d'informatique qui intègre toutes les solutions pour avoir un espèce de trajet de bout en bout sans couture. Moi, ça me fait penser, tu vois, on a fait une étude sur le numérique et les gens, quand tu leur parles digitalisation et mobilité ou numérique et mobilité, il y a un mot qui ressort, c'est GPS. C'est comment, quelque part, c'est vrai que le GPS, en termes de solutions, et on voit que le numérique est vachement utile pour faciliter les mobilités. Le GPS, c'est super. Tu tapes dans ta voiture, tu tapes ta destination, le truc, il te calcule automatiquement. Et en plus, c'est génial. S'il y a un bouchon, automatiquement, il recalcule ton itinéraire. Tu vois, il fait du temps réel, etc. C'est vrai que ça, on n'a pas réussi à le faire à travers nos outils de solutions mobilité partagée, qui combinent de la marche à pied, du vélo, etc. Mais on voit bien que finalement, il y a des vraies innovations à imaginer, mais il faut toujours aller vers quelque chose.
comment on va vers des choses simples quand même. On est encore aujourd'hui trop siloté, c'est encore un peu compliqué, etc. Ce que le GPS a réussi à faire comme solution. Le GPS, je sais pas s'il s'affranchit, mais en tout cas, tu tapes ton adresse de destination, boum, boum, il te calcule le truc, et quelles que soient les conditions de circulation, il t'y amène, même s'il faut passer par un itinéraire bis entre-temps. Donc ça, on n'a pas réussi. Donc on a des vraies valeurs ajoutées et des vraies opportunités à trouver en digitalisation de plus en plus la société au service de la mobilité. Une autre exemple de bonne pratique qui s'est fait dernièrement, moi je trouve assez intéressante, c'est le fait de pouvoir payer avec sa carte bancaire dans les bus ou dans les métros, dans les tramways. Ça, c'est aussi une forme d'innovation digitale au service des mobilités. Voilà, donc c'est plutôt chaque mode le fait, ou en tout cas chaque réseau le fait, mais on n'a pas forcément de coordination, train, plus, voilà, il faut la... Bon. Mais ça c'est génial, donc on voit bien qu'il y a des vrais avantages. La seule petite nuance que je vais apporter quand même sur ça, donc dans l'enquête numérique là, des Français face au numérique qu'on a fait cette année en 2024, l'année dernière en 2024, on a quand même quelque chose qui ressort, on a quand même une forme d'ambivalence des Français face au numérique. On en a rencontré plusieurs milliers, on a fait une enquête quantitative auprès de plusieurs milliers de 18 ans et plus. Ils disent, en gros, ils disent le numérique c'est formidable, pour 87%, ils disent ça simplifie mon quotidien, ça simplifie ma mobilité. Mais toujours avec le côté GPS un peu en tête, je pense aussi pour le côté mobilité. Et en même temps, ils sont quasiment aussi nombreux à dire « Oui, mais attention, ça va trop vite et ça risque de créer une société à deux vitesses. » Et quand on commence à creuser et quand vous avez réalisé une tâche administrative sur Internet, une déclaration, n'importe, impôt, etc., quand vous avez voulu faire une recherche d'itinéraire, quand vous avez voulu acheter un titre de transport, est-ce que vous avez réussi à le faire seul? Est-ce que vous avez d'avoir eu besoin d'être aidé ou est-ce que vous n'avez pas réussi à le faire? Bon, là, on voit que c'est quand même beaucoup plus équilibré, que finalement, les gens, au-delà d'une forme de bienveillance, c'est super, etc., en fait, mis en situation, il y a quand même une bonne partie des gens qui se déclarent énervés par le numérique, qui déclarent presque qui essaient de s'adapter et qui des fois renoncent. Donc on voit qu'on a entre pas loin d'un tiers à 40-45% des personnes qu'on a interrogées pour qui le numérique c'est peut-être pas aussi fluide que ça. Et donc moi je pense que demain la digitalisation et la mobilité, il faut y aller parce que ça va apporter plein de solutions, mais ça ne doit pas nous faire oublier que la présence humaine, l'assistance humaine, elle est aussi indispensable et elle doit être présente aussi. On a une baseline un peu chez Keolis sur le sujet, c'est en gros quand c'est simple, c'est le numérique. Quand c'est compliqué, c'est mon conseiller. Et voilà, et je trouve qu'il faut qu'on arrive, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est bien comment on combine les deux, en fait, qui est pour moi essentiel demain, au-delà des solutions technologiques qui sont peut-être plus transparentes quelque part pour le citoyen, voilà, mais sur la partie un peu assistance numérique, il faut pas s'empêcher, vous allez dans les gares aujourd'hui SNCF, moi je suis toujours étonné, je sais pas si tu prends de temps en temps Gare de Lyon, moi je passe souvent devant la boutique SNCF, il y a régulièrement la queue devant la boutique SNCF, alors qu'on nous martèle à longueur de journée, appli. À l'appli, c'est super. Moi, ce matin, j'ai acheté mon billet de train pour venir. Tac, c'était réglé. 3 minutes avant de prendre le train, c'est super. Mais ça ne doit pas nous empêcher de garder de la présence humaine et c'est fortement demandé par une grande partie de la population et pas que celle à laquelle on pense, aussi pour les jeunes. Après, sur le côté numérique, je pourrais ajouter que Cara, c'est une nouvelle activité qu'on a intégrée dans les compétences il y a quelques mois, quelques années, qui n'était pas au démarrage de Cara considérée du tout. Parce que c'est important et je pense que demain, notamment sur une évolution majeure qui pourra arriver, c'est le transport à la demande sur la mobilité. Aujourd'hui, on est habitué à des points d'arrêt qui sont clairement définis, mais dans une smart city de demain, là je me projette, je vais sur une mobilité du futur. Si on revient à un mode de transport un peu différent, je veux dire de taille différente, un peu plus réduit, ça aujourd'hui il y a déjà des expérimentations chez Keolis. Je me rappelle, on avait expérimenté ça en Australie où évidemment la ville et les villes sont complètement différentes, c'est un peu à l'américaine, très étendu. Et si il y aurait tellement de multitudes de stations à mettre en place, où là, alors c'était plus avec de l'humain, mais avec l'intelligence artificielle, demain, on peut envisager avec un smartphone, je veux dire, je suis en centre-ville, je vais aller à la Fnac, un véhicule va venir vous chercher 2-3 minutes après, mais il va collecter un petit peu toutes les demandes, les centraliser, et après faire son réseau par lui-même à l'intérieur de la ville. Ça, c'est une vision à moyen terme de la future mobilité de demain. Et sur le numérique, j'avais 2 autres choses à dire, pardon, excuse-moi, parce que c'est vrai que c'était un sujet assez intéressant de combiner la techno avec l'humain. Nous, dans l'étude qu'on a faite, donc je faisais référence tout à l'heure au numérique, il y a un truc qui était hyper important sur faire connaître les solutions de mobilité pour que ça puisse éventuellement orienter le choix des gens. On a 59% des personnes qu'on a interrogées, 6 sondés sur 10 environ, qui sont d'accord avec une affirmation qui est de dire que le numérique a une influence sur le choix de leur mode de déplacement. Donc le numérique, il peut aussi servir à pousser les différentes options qui existent en fonction de critères individuels, pas de correspondance, plus rapide, j'en sais rien, etc. Mais c'est aussi une occasion de faire connaître les solutions existantes. Et puis l'autre chose, le numérique
et la mobilité, il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui, moi, j'utilise au quotidien et qui est passionnant, c'est l'analyse des données disponibles, la data. Le numérique, qui permet aujourd'hui d'accélérer, d'aller encore plus loin dans l'analyse des données qui sont disponibles. Alors, les données qui sont disponibles, elles sont de plusieurs sources. C'est les données de validation des réseaux, des données de billettique dans les réseaux de transport en commun. Mais aujourd'hui, grâce à des nouvelles, l'intelligence artificielle, mais de nouvelles solutions, on peut aller beaucoup plus vite dans l'analyse. Moi, ce que je faisais en 3 jours avec des requêtes Excel, tableau croisé dynamique, j'ai des collègues aujourd'hui qui sont des pros de la programmation en Python ou R et qui en 10 minutes me font mon truc. Donc ça me laisse plus de temps pour réfléchir à quelle solution on peut imaginer derrière. Et ça, c'est vrai pour des données issues des données donc billettiques, mais des données éventuellement de téléphone portable, de traces mobiles ou de GPS. Donc on voit qu'on a tout un univers à construire demain à partir des données finalement de nos mobilités au sens pluriel, de où est-ce qu'on va, comment on y va, à quelle heure on y va, de transformer ces données-là en compréhension finalement des modes de vie et des territoires des citoyens. Et là, il y a des vrais sujets intéressants autour de la digitalisation. Puis également, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est l'analyse des flux des passagers pour l'opérateur est un paramètre clé aussi. Donc avec l'intelligence artificielle, ça permet d'analyser sur tout le parcours sur tout le réseau global, de voir les densités à tel endroit et de dire attention, on voit qu'il y a un accroissement de demande de mobilité à cet endroit et d'envoyer sur la ligne d'autres véhicules pour permettre de satisfaire ces demandes supérieures de mobilité. Et tu vois, c'est la force, je pense. Alors, je ne sais pas si on le fait aujourd'hui, c'est juste peut-être que c'est des pistes, mais on voit que dans l'autonomie, on parle de l'autonomie des véhicules, ça existe depuis les années 80. Les métros automatiques, le VAL, le véhicule automatique léger qui reliait Villeneuve d'Ascq à Lille, donc dans les années 80, c'est un métro automatique. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut effectivement adapter la fréquence à la fréquentation. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit encore arrivé en temps réel, c'est une interrogation que j'ai, en fonction des gens qui rentrent, alors que captés par des capteurs, des caméras d'évaluation, en temps réel, je ne suis pas sûr qu'automatiquement on sache réinjecter une RAM. Je pense qu'il y a encore l'humain qui doit un petit peu appuyer sur un bouton, etc. Mais peut-être que demain, on pourrait accélérer quelque part grâce à ces nouvelles technos et l'intelligence artificielle, accélérer la mise en œuvre de moyens en fonction de la réalité à l'instant T de fréquentation à certains endroits. Pour conclure, en quelques mots, on va se tourner vers le futur. Quelles sont les prochaines étapes qui vont arriver sur la modification du système actuel pour relier ces territoires ? En fait, on n'en sait rien. Je pense qu'il faut être humble par rapport à l'avenir. On voit qu'il y a quand même des tendances de fond qui sont présentes. On voit que des territoires comme Lyon est en train de révolutionner l'aménagement urbain avec les voies lyonnaises, avec effectivement des nouvelles lignes de tramway, etc. Donc on voit qu'il y a des réflexions et des recherches. Et toutes les collectivités ne vont pas forcément dans le même sens. Donc c'est intéressant d'avoir effectivement cette recherche un petit peu de nouvelles formes de mobilité au sens pluriel qu'ils se veulent finalement plus durables, plus inclusives, plus vertueuses. Donc on verra bien où ça en mène. Donc je trouve qu'il y a une vraie force quelque part à avoir ces nouvelles révolutions des territoires. Après, moi je suis convaincu que c'est pas les modes les uns contre les autres. On voit bien qu'on a une vraie complémentarité de modes. On voit bien que la voiture, elle aura encore toute sa place dans certains territoires où il ne faut pas se leurrer. On ne mettra pas des offres de mobilité collective comme on est capable de le faire dans les centres-villes denses, etc. Donc voilà. Mais comment on concilie demain voiture électrique, qui effectivement a peut-être des sujets de décarbonation plus intéressantes que les mobilités thermiques aujourd'hui, mais en rabattement sur du train, sur du car express, comment les aménagements de vélos, de cheminement piéton favorisent l'utilisation de la marche à pied dans ce territoire. Mais pas que pour le travail, même dans son territoire de quotidien, de vie de quotidien. Comment effectivement il vaut mieux que j'aille faire mes courses au centre commercial à côté plutôt à pied ou en vélo, parce que en tout cas l'aménagement urbain est sécurisant et agréable pour le faire. Donc je pense qu'il y a des vrais enjeux demain autour de cet agrément de l'espace public et de la place de la voiture dans l'espace public globalement, mais tout en considérant qu'il faut aussi qu'elle ait une forme de place, parce que certaines personnes ne peuvent pas et ne pourront pas faire autrement. Alors moi, je dirais, pour conclure, qu'aujourd'hui, on voit réellement les grandes métropoles, les grandes villes ont déjà cette notion de multimodalité au niveau du cœur urbain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pléthore de possibilités de se déplacer au-delà du traditionnel bus, métro, tramway. On va faire la liste, mais les vélos, maintenant, c'est d'une facilité extrême. On en voit pratiquement dans toutes les villes de plus de 50 000 habitants à son réseau de vélos en libre service. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le truc, ces 10 dernières années qui a vraiment percé fortement. L'arrivée des trottinettes électriques, là, je suis un poil plus sceptique sur l'utilisation un petit peu sauvage par certaines personnes. Donc ça, c'est pour le milieu urbain. Sur l'extra-urbain, on voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de l'État français de déployer donc les services express régionaux, tant au niveau du train
que du bus. Et ça remodélise, je dirais, complètement la manière de se déplacer, d'aller au travail, de se dire finalement, est-ce que j'ai vraiment, la finalité, elle est là, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser ma voiture pour faire un déplacement? La question finale, elle est là. Et on voit cette question, quand on se la repose, moi j'étais plutôt un adepte de la voiture, et on peut faire les choses de manière différente aujourd'hui. Des fois la voiture et des fois autrement. En fait. C'est Oui, pas oui. systématique en fait que tu dis. Oui, tout à fait. C'est d'avoir une alternative à la voiture. Dans certains cas, comme tu le disais tout à l'heure, évidemment, il faut avoir je dirais, l'utilisation, parce que si on a des choses lourdes à transporter, c'est imposé. Si on va chercher une armoire chez Ikea, c'est compliqué de la faire sans sa voiture. Il y a des personnes qui ont du mal à se déplacer, des Exactement. personnes âgées ou des personnes qui ont certaines fragilités. Il faut bien pouvoir continuer à aller plus près de ta destination. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour le temps pris et la participation à cet épisode. J'espère que cela vous a plu. Merci à toi. Merci Loïc, merci Jean-Marc pour cet échange. Même si on aurait eu plein d'autres choses sûrement à dire, mais ce sera peut-être l'occasion d'un prochain podcast. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode. Raconte-moi les mobilités, le podcast mensuel proposé par Cara, votre réseau d'acteurs du transport et de la mobilité. Retrouvez tous nos épisodes sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et YouTube.